Château de Malmaison, colline de Versailles, 16h30. Alexandre Dubois, 42 ans, magnate de l'industrie pharmaceutique, rentre chez lui plus tôt que prévu et entend des rires provenant du salon. Il s'approche silencieusement et ce qu'il voit lui coupe le souffle. Sa fille Margot, 4 ans, que les médecins avaient déclarée dans l'impossibilité de marcher à jamais, fait ses premiers pas vacillants vers les bras tendus d'Élise Moreau, 28 ans, la nounou engagée il y a seulement 2 semaines. Alexandre reste paralysé derrière la porte, tandis que sa fille, considérée comme un cas perdu par les meilleurs neurologues d'Europe, rit et marche comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ce qu'il découvrira sur Élise et ses méthodes révolutionnaires changera à jamais sa vision de la médecine, de l'amour et des miracles. Le château de Malmaison se dressait majestueusement sur les collines de Versailles, comme un joyau de l'architecture classique française, entouré de jardins à la française qui semblaient peints par le nôtre lui-même. Alexandre Dubois avait acquis cette demeure historique du XVIIIe siècle, après que son groupe pharmaceutique soit devenu l'un des plus influents d'Europe, la transformant en un refuge parfait mêlant luxe moderne et élégance du passé. Mais derrière ces murs dorés se cachait une tragédie qu'aucun patrimoine ne pouvait guérir. Margot avait 4 ans et n'avait jamais marché. Née prématurée à cause de complications qui avaient aussi emporté sa mère Isabelle, la petite fille avait été déclarée par les meilleurs neurologues du monde, atteinte d'une forme grave de paralysie cérébrale qui compromettait à jamais sa mobilité. Les verdicts médicaux avaient été implacables. Jamais elle ne pourrait marcher, elle devrait utiliser un fauteuil roulant toute sa vie. Mieux valait se résigner et se concentrer sur ce qu'elle pouvait faire. Alexandre, qui avait bâti son empire en vendant l'espoir sous forme de médicaments révolutionnaires, s'était trouvé complètement impuissant face à la condition de sa fille. Il avait consulté les meilleurs spécialistes de Paris à Genève, financé des recherches expérimentales, transformé une aile du château en clinique privée équipée des technologies les plus avancées au monde. Rien n'avait fonctionné. Margot était une enfant à l'intelligence vive et au sourire contagieux, avec de longs cheveux châtains et des yeux verts qui brillaient de curiosité malgré les limitations de son corps. Elle avait appris à se déplacer habilement avec son fauteuil roulant personnalisé, peint en rose, avec des décorations de papillons. Mais Alexandre voyait dans ses yeux la question qu'elle n'osait jamais poser. Pourquoi ne pouvait-elle pas courir comme les autres enfants? Les nourrices s'étaient succédé au château comme les saisons qui changent. Certaines avaient été des professionnelles excellentes mais froides, d'autres affectueuses mais mal préparées aux exigences spécifiques d'un enfant handicapé. Toutes, cependant, avaient accepté le verdict médical comme un fait immuable, se concentrant sur la gestion quotidienne plutôt que sur la possibilité d'amélioration. Alexandre lui-même avait fini par abandonner. Ses journées étaient partagées entre les réunions d'entreprise où il décidait du sort de millions de patients dans le monde et les après-midi à la maison où il se sentait le père le plus défaillant de la terre. Il pouvait guérir des maladies rares avec ses médicaments, mais ne parvenait pas à aider la seule personne qui comptait vraiment. C'était un vendredi de septembre quand l'agence Élite Domestique lui proposa Élise Moreau. 28 ans, diplômée en kinésithérapie avec spécialisation en pédiatrie, référence impeccable des meilleures familles parisiennes, expérience spécifique avec les enfants ayant des besoins particuliers. Alexandre accepta l'entretien, plus par devoir que par espoir. Il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de Margot pendant ses voyages d'affaires. Élise arriva un dimanche matin avec une petite valise et un sourire qui illuminait tout son visage. C'était une femme de taille moyenne, cheveux blonds rassemblés en queue de cheval ordonnée, vêtue avec simplicité, mais avec une élégance naturelle. Ce qui frappa immédiatement Alexandre furent ses yeux, bleus, profonds, pleins d'une détermination qu'il n'avait jamais vue chez les autres nourrices. Quand Élise expliqua sa philosophie de travail, Alexandre pensa qu'elle était trop idéaliste pour être efficace.
Elle parlait de potentiel caché, de connexion corps-esprit, de miracles qui naissent de la patience. Cela ressemblait aux paroles d'une visionnaire plutôt qu'à celles d'une professionnelle sérieuse. Mais Margot l'adora instantanément. L'enfant, habituellement timide avec les étrangers, se mit à bavarder avec Élise, comme si elle la connaissait depuis toujours. Elle lui montra sa collection de poupées, les dessins accrochés dans sa chambre, lui raconta ses contes préférés. Élise écoutait avec une attention totale, posait des questions authentiques, riait aux plaisanteries de Margot avec une sincérité qui réchauffait le cœur. Alexandre engagea Élise le soir même, plus pour l'effet qu'elle avait eu sur Margot que par conviction sur ses méthodes non conventionnelles. Il ne savait pas qu'il était sur le point d'assister au plus grand miracle de sa vie. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Élise, et Alexandre avait remarqué des changements subtils, mais significatifs chez Margot. L'enfant était plus vive, riait plus souvent, avait acquis une assurance qu'elle ne possédait pas auparavant. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Élise travaillait avec sa fille en suivant des méthodes qui allaient bien au-delà de la simple assistance. Chaque matin, Élise transformait la salle de jeu de Margot en laboratoire de mouvement. Elle n'appelait jamais exercice ce qu'elles faisaient ensemble, mais jeu magique. Margot, assise sur le tapis moelleux, apprenait à faire voler ses jambes comme des papillons, à nager dans l'air avec des mouvements qui stimulaient les connexions neurales endormies. Alexandre, quand il était présent, observait avec scepticisme ces jeux. Les médecins lui avaient clairement expliqué que les dommages neurologiques de Margot étaient permanents, que certaines connexions cérébrales étaient compromises à jamais. Voir Élise encourager sa fille à bouger les jambes lui semblait cruel, presque comme nourrir de faux espoirs. Mais il ne pouvait nier que Margot était heureuse. L'enfant attendait avec impatience l'heure des jeux magiques avec Élise, riait pendant les séances, avait commencé à rêver à voix haute du moment où elle courrait dans le jardin. Alexandre se débattait entre l'envie d'arrêter ses illusions et la joie de voir sa fille si pleine de vie. Élise avait aussi introduit une routine complètement nouvelle. Au lieu de se contenter de pousser le fauteuil roulant de Margot, elle l'encourageait à utiliser les muscles de ses bras pour se déplacer de manière autonome. Elle avait transformé les déplacements dans la maison en aventure, et Margot se poussait avec enthousiasme vers chaque destination. Les muscles de ses bras s'étaient visiblement renforcés et avec eux son estime de soi. Les soirées étaient dédiées au théâtre des pieds. Élise avait inventé des histoires où les pieds de Margot étaient des personnages qui devaient apprendre à danser. L'enfant, allongé sur le lit, bougeait ses orteils en suivant les histoires d'Élise, riant quand les personnages pieds faisaient des choses amusantes. Alexandre avait entendu le neurologue dire que ces mouvements n'étaient que des réflexes sans signification, mais Élise soutenait que chaque petit mouvement volontaire était une brique dans la construction d'un miracle. Un soir, pendant qu'il dînait seul dans le grand salon, Alexandre entendit des rires prolongés provenant de l'étage supérieur. Il monta silencieusement et s'arrêta devant la porte entr'ouverte de la chambre de Margot. Élise était assise par terre, jambes croisées, racontant une histoire en animant les personnages avec des voix différentes. Margot était allongée sur le ventre, soutenue par ses coudes, et suivait le récit avec des yeux écarquillés d'émerveillement. Mais ce qui fit sursauter Alexandre fut de voir que Margot bougeait les jambes, de façon rythmée, comme si elle marchait allongée. Élise ne faisait aucun commentaire sur ces mouvements, les incorporait naturellement dans l'histoire. La princesse bougeait ainsi ses jambes, parce qu'elle courait dans la prairie magique. Alexandre s'éloigna, confus. Les médecins avaient dit que ces mouvements n'étaient que des spasmes involontaires, mais quelque chose dans l'attitude d'Élise lui faisait penser qu'elle voyait quelque chose que les autres avaient négligé. Le vendredi de la 2e semaine, Alexandre devait partir pour Bruxelles pour une réunion avec la Commission européenne sur ces nouveaux médicaments expérimentaux. C'était un meeting crucial qui pouvait valoir des centaines de millions d'euros, mais pour la première fois de sa carrière, il hésitait à quitter la maison. Il n'arrivait pas à définir pourquoi,
Mais il avait le sentiment qu'il allait rater quelque chose d'important. La réunion à Bruxelles se déroula magnifiquement. La commission approuva 3 de ses nouveaux médicaments pour le traitement de maladies rares, garantissant à son entreprise des profits énormes et surtout la possibilité d'aider des milliers de patients en Europe. Cela aurait dû être le jour le plus heureux de sa carrière d'entrepreneur. Au lieu de cela, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui. L'avion atterrit à Roissy-Charles de Gaulle avec 2 heures d'avance sur l'horaire prévu. Alexandre décida de ne pas prévenir Élise de son retour anticipé. Il voulait faire une surprise à Margot. En conduisant à travers les collines de Versailles vers le château de Malmaison, il se sentait étrangement ému, comme s'il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait tout. Il ne savait pas à quel point il avait raison. Il était 16h30 quand Alexandre ouvrit silencieusement la porte principale du château de Malmaison. Le soleil automnal filtrait à travers les grandes verrières, créant des jeux de lumière sur les parquets de chêne anciens. La maison baignait dans une tranquillité sereine, mais ce qu'il entendit le fit s'arrêter net. Des rires authentiques, joyeux, qu'il n'avait pas entendus depuis la mort d'Isabelle. Les voix provenaient du grand salon transformé en salle de jeu pour Margot. Alexandre s'approcha sur la pointe des pieds et s'arrêta derrière la porte entr'ouverte. Ce qu'il vit le paralysa complètement. Élise se tenait debout au centre de la pièce, bras tendus en avant, avec un sourire radieux. À 2 mètres d'elle, Margot se levait. Ses petites mains pressaient le sol, les muscles de ses jambes, déclarées privées de fonction motrice, se contractaient visiblement pour la soutenir. Margot fit un pas chancelant vers l'avant, puis un autre. Ses pieds s'appuyaient au sol avec une détermination croissante, tandis qu'elle riait de ce rire cristallin qui était le plus beau son du monde, s'approchant pas après pas des bras tendus d'Élise. Alexandre sentit ses genoux céder. Sa fille, soumise à tout type de tests médicaux, se levait toute seule. Ses jambes, définies comme neurologiquement compromises, la soutenaient. Quand elle atteignit Élise et se jeta dans ses bras, toutes deux éclatèrent d'un rire libérateur qui emplit tout le château. Élise la souleva et la fit tourner dans les airs tandis que Margot criait de joie. Alexandre s'appuya contre le mur, les larmes coulant sur son visage. Ce qu'il venait de voir défiait tout ce qu'il croyait savoir sur la médecine, sur les limites du corps humain. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Sa fille avait marché. Ce n'étaient pas des pas parfaits, mais c'étaient des pas réels, volontaires, impossibles selon tous les diagnostics médicaux. Margot vit son père et son visage s'illumina. Elle se dégagea des bras d'Élise, se remit debout et commença à marcher vers lui. Chaque pas était une révolution. Alexandre s'agenouilla et ouvrit ses bras. Quand Margot se jeta dans ses bras, Alexandre la serra comme s'il ne voulait jamais la laisser partir. Il pleurait sans contrôle, tandis que sa fille lui chuchotait qu'Élise avait dit que les pieds peuvent apprendre à marcher si on leur raconte les bonnes histoires. Alexandre leva les yeux vers Élise, qui les regardait avec des larmes dans les yeux, mais aussi de l'inquiétude. Il savait que ce dont il venait d'être témoin soulevait des questions qui allaient bien au-delà de la médecine traditionnelle. Qui était vraiment Élise Moreau? Comment avait-elle réalisé ce que les meilleurs spécialistes avaient déclaré impossible? Ce soir-là, après avoir couché Margot qui n'arrivait pas à arrêter de raconter son aventure magique, Alexandre et Élise s'assirent dans le grand salon. La cheminée crépitait doucement, tandis qu'au dehors, Paris brillait de 1000 feux. Alexandre avait ouvert une bouteille de son meilleur Bordeaux, mais aucun des deux n'avait touché son verre. Le silence était chargé de questions non exprimées. Alexandre regardait Élise comme s'il la voyait pour la première fois, cherchant à concilier l'image de la nounou gentille avec celle de la femme qui venait d'accomplir un miracle médical. Élise brisa le silence en expliquant que ce qu'il avait vu n'était pas de la magie, mais le résultat de semaines de travail basées sur des principes scientifiques que la médecine traditionnelle négligeait. La neuroplasticité infantile était beaucoup plus puissante que ce que la plupart des neurologues étaient disposés à admettre. Pendant qu'elle parlait, Alexandre découvrait sa vraie histoire.
Ce n'était pas une simple nounou. Elle avait un doctorat en neurosciences de Cambridge, avait travaillé dans une clinique expérimentale de Zurich spécialisée dans les cas impossibles de paralysie cérébrale infantile. Ses méthodes avaient obtenu des résultats qui défiaient toutes les attentes médicales. Élise avait quitté sa carrière académique après une tragédie. Son frère cadet, Lucas, paralysé dans un accident de la route à 16 ans, avait recommencé à marcher grâce à ses méthodes révolutionnaires. Mais la communauté médicale avait refusé de reconnaître les résultats, le marginalisant du monde académique. Elle avait décidé de travailler comme nounou spécialisée, aidant en privé les familles avec des enfants considérés comme des cas perdus. Margot était sa 7e petite patiente. Les 6 précédents avaient tous montré des améliorations significatives. Alexandre resta silencieux, absorbant des révélations qui remettaient en question tout ce en quoi il croyait. Lui qui avait bâti un empire pharmaceutique sur la science traditionnelle, se trouvait face à des preuves qu'il existait des approches plus efficaces que ces traitements coûteux. Élise expliqua pourquoi elle n'avait pas révélé immédiatement son identité. L'expérience lui avait appris que les parents riches préféraient souvent les diagnostics prestigieux aux espoirs d'une femme travaillant en dehors du système officiel. Alexandre comprit pourquoi elle avait été marginalisée. Dans le monde de la médecine moderne, une approche qui fonctionnait sans générer d'énormes profits était dangereuse. Ces méthodes ne coûtaient presque rien, du temps, de la patience, de l'amour et une compétence scientifique. Cette nuit-là, Alexandre marcha pendant des heures dans les couloirs, pensant à Margot qui dormait après avoir accompli le miracle, à Élise qui avait renoncé à une carrière brillante pour aider des enfants, à lui-même et au rôle dans un système qui échouait peut-être à ceux qui en avaient le plus besoin. Au matin, il avait pris la décision la plus importante de sa vie. Les mois qui suivirent cette révélation nocturne changèrent radicalement la vie au château de Malmaison. Alexandre transforma toutes les lestes en clinique expérimentale privée, l'équipant des meilleures technologies pour la rééducation neuromotrice. Mais la vraie révolution était l'approche complètement nouvelle qu'Élise avait apportée. Margot continuait de s'améliorer jour après jour. Ses pas devenaient plus assurés. Elle courait dans les couloirs du château, sautait sur les canapés du salon, dansait dans le jardin sous les yeux émus d'Alexandre, qui avait encore du mal à croire à la transformation. Alexandre avait commencé à financer secrètement les recherches d'Élise, transformant une partie des laboratoires de son entreprise en centre d'études sur la neuroplasticité infantile. Le premier cas externe arriva par le bouche à oreille. Marie Bertrand, épouse d'un célèbre chirurgien de la Pitié-Salpêtrière, avait entendu parler des miracles du château de Malmaison. Son fils Thomas, 7 ans, était tétraplégique après un accident de piscine. Élise accepta de l'aider avec des conditions strictes, confidentialité totale et aucune interférence médicale externe. Alexandre observa Élise travailler avec Thomas exactement comme avec Margot. Après 2 mois, l'enfant bougeait les doigts. Après 4 mois, il s'asseyait seul. Après 6 mois, les parents pleuraient en le voyant faire ses premiers pas. La nouvelle commença à filtrer dans les milieux médicaux parisiens. Alexandre reçut des appels accusateurs de professeurs d'université et de collègues entrepreneurs, mais aussi des appels désespérés de parents de toute l'Europe qui ne se résignaient pas aux verdicts médicaux. La décision vint un soir de printemps, en dînant dans le jardin avec Margot et Élise. Margot racontait avoir couru avec ses camarades à l'école, être la plus rapide de la classe. Alexandre regarda sa fille, qui 1 an auparavant était dans un fauteuil roulant, et comprit qu'il ne pouvait garder pour lui le miracle. Le lendemain, il convoqua une conférence de presse historique. Devant journalistes, médecins et dizaines de parents avec des enfants handicapés, il annonça la fondation du Centre Dubois pour la neuroplasticité infantile. Il présenta les cas de Margot et Thomas, montra des vidéos des transformations, illustra les bases scientifiques soutenues par ses laboratoires. Surtout, il annonça qu'il donnerait la moitié de son patrimoine pour rendre gratuits les soins. La réaction fut explosive.
Des collègues médecins l'accusèrent de trahir la science sérieuse. Des revues spécialisées publièrent des éditoriaux contre les faux espoirs. Mais des milliers de parents du monde entier commencèrent à appeler, se présentant avec leurs enfants, incurables. Élise, de nounou réservée, se retrouva au centre d'un débat international qui divisait le monde médical. Mais elle ne se souciait que d'une chose: les enfants qui continuaient de s'améliorer, démontrant chaque jour que les miracles sont le résultat d'amour, de science et de conviction qu'aucun cas n'est jamais perdu. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette conférence de presse qui avait secoué le monde médical international. Le Centre Dubois pour la neuroplasticité infantile était devenu une référence mondiale, avec des antennes dans 12 pays et une liste d'attente de milliers de familles venant de tous les continents. Margot, maintenant âgée de 9 ans, était devenue le symbole vivant de ce que la détermination et l'amour pouvaient accomplir. Non seulement elle marchait parfaitement, mais elle avait aussi commencé la danse classique, réalisant le rêve qu'elle chérissait depuis petite. Ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux du centre étaient devenues virales dans le monde entier, inspirant des millions de personnes à ne jamais abandonner face aux difficultés. Alexandre avait complètement transformé son entreprise pharmaceutique. Au lieu de se concentrer exclusivement sur les profits, il avait réorienté une grande partie de la recherche vers le développement de thérapies innovantes pour les handicaps infantiles. Ces laboratoires travaillaient en étroite collaboration avec l'équipe d'Élise pour développer des protocoles standardisés applicables dans le monde entier. Élise était devenue directrice scientifique du centre et l'une des neurosciencieuses pédiatriques les plus reconnues au monde. Elle avait publié 3 livres sur ces méthodes, donné des conférences dans les universités les plus prestigieuses, formé des centaines de thérapeutes à ces approches révolutionnaires. Mais ce qui la remplissait le plus de fierté étaient les 847 enfants qui, grâce à ces méthodes, avaient récupéré des fonctions motrices que la médecine traditionnelle considérait perdues à jamais. Le succès du centre avait attiré l'attention des institutions internationales. L'Organisation mondiale de la santé avait commandé une étude sur les méthodes d'Élise. Et les résultats avaient été si convaincants que l'OMS avait recommandé l'intégration de ces techniques dans les protocoles standards de rééducation pédiatrique. Mais la vraie révolution était culturelle. Le Centre Dubois avait démontré qu'une approche basée sur l'amour, la patience et la conviction que chaque enfant méritait une chance pouvait obtenir de meilleurs résultats que des thérapies coûteuses et impersonnelles. Des milliers de thérapeutes dans le monde entier avaient commencé à appliquer les principes d'Élise, transformant la façon dont la société regardait les handicaps infantiles. Alexandre et Élise avaient aussi trouvé l'amour. 2 ans auparavant, ils s'étaient mariés dans une cérémonie intime dans le jardin du château, avec Margot comme demoiselle d'honneur. Leur mariage était né naturellement du partage d'une mission commune, du respect mutuel et de la conscience d'avoir été témoins d'un miracle qui avait changé leur vie. Ils avaient eu un fils, Louis, qui avait maintenant 1 an et que Margot adorait comme un petit frère précieux. Voir Margot jouer avec Louis, courir derrière lui quand il commençait à ramper, le prendre dans ses bras quand il pleurait, était pour Alexandre la preuve quotidienne que les miracles existent vraiment et arrivent parfois par les personnes qu'on attend le moins. Un soir d'été, tandis que la famille dînait sur la terrasse du château avec vue sur les jardins de Versailles qui se teintaient de rose au coucher du soleil, Margot posa une question qui fit sourire tout le monde. S'il se souvenait quand elle ne savait pas marcher. Élise prit la main de Margot et lui expliqua qu'il n'était pas important de se souvenir quand elle ne savait pas marcher, mais de célébrer tout ce qu'elle avait appris à faire depuis. Alexandre, soulevant Louis qui riait joyeusement, ajouta que chaque enfant a en lui la capacité d'accomplir des miracles. Il faut juste quelqu'un qui croit en lui assez pour l'aider à la découvrir. Ce soir-là, tandis qu'ils couchèrent les enfants et s'asseyaient dans leur salon préféré pour regarder les étoiles à travers la grande verrière, Alexandre et Élise savaient qu'ils avaient créé quelque chose qui allait bien au-delà de leur famille. Ils avaient démontré au monde que l'amour vrai n'est pas seulement ce qu'on ressent, mais ce qu'on transforme en action concrète
pour changer la vie d'autrui. L'enfant qui ne marcherait jamais courait maintenant libre dans le monde, portant avec elle le message qu'aucun rêve n'est trop grand quand on a le courage de croire aux miracles et la détermination de les rendre réels. Le Centre du Bois continuait de grandir, aidant toujours plus d'enfants, formant toujours plus de thérapeutes, changeant toujours plus de vies. Mais pour Alexandre, Élise et Margot, le plus grand miracle restait celui de tous les jours. Se réveiller chaque matin en sachant que l'amour peut vraiment déplacer les montagnes et que parfois les montagnes s'appellent impossibles. Si cette histoire de vrai miracle et d'amour qui transforme les vies t'a ému, mets un like et abonne-toi pour d'autres histoires incroyables qui te feront croire au pouvoir de la détermination. Raconte-nous dans les commentaires. As-tu déjà assisté à un miracle dans ta vie? Crois-tu que l'amour peut vraiment surmonter tous les obstacles médicaux? Et ne manque pas la prochaine vidéo où tu découvriras une autre histoire extraordinaire qui démontre comment l'espoir peut changer le destin.